Avec moi, on a deux invités qui connaissent très bien le centre et le sud-ouest pour y avoir vécu pendant des décennies, pour y avoir enseigné, pour y avoir élevé des enfants, pour avoir étudié ce milieu-là aussi. À ma gauche, premièrement, je vous présente François Paré, qui a enseigné la littérature pendant 40 ans d'abord à l'Université de Guelph et ensuite à l'Université de Waterloo. En fait, il vient juste de prendre sa retraite le 1er janvier et il est spécialiste, bien sûr, des littératures, des francophonies minoritaires, essayiste. Il a enseigné la traduction aussi. À sa gauche, on retrouve Yves Frenette, qui a passé une vingtaine d'années à Toronto, où il a enseigné au collège universitaire Glendon. Il a élevé ses enfants avant qu'ils viennent à l'Université d'Ottawa pour diriger le CRCCF et l'Institut d'études canadiennes. Et il est aujourd'hui titulaire d'une chaire du Canada sur l'histoire des migrations à l'Université de Saint-Boniface, qui est une université francophone affiliée à l'Université du Manitoba, bien sûr, à Winnipeg. J'aurais envie de donner la parole à ces deux messieurs pour parler à la fois de leur expérience et de leur constat un peu sur ce milieu-là, à la fois sur la clientèle étudiante, sur les programmes qui sont offerts et la recherche qui se fait sur l'Ontario français, et peut-être esquisser aussi quelques considérations lorsqu'on parle de créer justement une nouvelle structure universitaire. Certains vont la trouver nécessaire, d'autres préféreraient de réaménager ce qui existe déjà. On a eu l'occasion d'en parler ce matin. Mais j'aimerais d'abord commencer avec M. Paré, qui pourra justement mettre la table pour une réflexion sur la question universitaire, mais à partir d'une perspective du centre et du sud-ouest. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Serge, et merci aux organisateurs et à tout le monde d'être là. Moi, je vais vous dire que je vais pas partir je suis pas un spécialiste de sociologie, ni en éducation, donc je vais partir plutôt de considérations plus intuitives, et ça vaudra ce que ça vaudra, je dirais. Et je vais parler à partir de mon expérience du centre-sud et du sud-ouest de l'Ontario. J'habite à Kitchener. Donc, entre les deux, Kitchener, c'est le sud-ouest de l'Ontario. Ce n'est pas le centre-sud. Donc, il y a une ligne, là, en quelque part autour de Guelph, entre ces deux régions-là. Et ces deux régions-là sont très différentes. Beaucoup plus canadiennes-françaises dans le sud-ouest et beaucoup plus canadiennes-françaises dans la région de Niagara, beaucoup plus basées sur l'immigration récente à Toronto. Donc, c'est difficile de parler de cette région-là. Et ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va fait soulever la foule ici, là, parce que ce sont en fait des difficultés auxquelles font face les étudiants et étudiantes de cette région-là et les gens en général, je dirais. Donc, dans le débat sur la création d'une université de langue française, la région de Toronto et le sud-ouest de la province représente ce que moi j'appellerais, et j'en suis convaincu maintenant aujourd'hui, la mauvaise surprise, c'est-à-dire l'invité qu'on n'attendait pas. Cette région fait intervenir dans le débat, c'est un invité qu'on n'attendait pas, mais ça fait intervenir dans le débat certaines grandes questions que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, qui, je pense, sont utiles quand même. La première de ces grandes questions, c'est une question existentielle que je me pose maintenant depuis, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, sur le statut du Canada français minoritaire au Canada anglophone. Et à chaque fois que je participe à des rencontres comme celle d'aujourd'hui, je suis de plus en plus angoissé par cette question. C'est difficile de saisir en ce moment ce qui arrive au Canada français minoritaire depuis une trentaine d'années dans l'imaginaire des Canadiens anglophones. Je vis, moi, dans une région où la très grande majorité des gens parlent anglais, si ce n'est pas comme première langue, comme langue de tous les jours, et ça inclut un bon nombre de francophones. Alors, il me semble que la question de l'université de langue française et les arguments historiques qu'on a entendus depuis ce matin, qui sont convoqués pour justifier sa création, et qui sont repris même par Kathleen Wynne, la dualité linguistique, la nécessité d'avoir des institutions autonomes, un droit historique, on a parlé de droit. Toutes ces questions-là surviennent au moment où, je dirais, la notion même de francophonie canadienne
de peuples fondateurs, de pays bilingues, de dualité linguistique font de moins en moins partie du discours public en Ontario et certainement en Ontario du Sud et peut-être au Canada dans son ensemble. Donc on est là à parler d'arguments historiques alors que cette histoire échappe à la majorité de la population, je dirais, dans le sud de l'Ontario. Aucun encadrement médiatique pour l'enseignement des langues au Canada en ce moment depuis au moins 25 ans. Pas de panneaux pour promouvoir le bilinguisme, rien. Tout se fait comme si ça allait se faire tout seul. Aucun branding du Canada du 150e transite par la substance linguistique et biculturelle du pays. On parle donc de droits historiques et constitutionnels, de vitalité des communautés, mais honnêtement, il faut se demander où se situent exactement dans le discours public ces droits dans le Canada actuel. Alors, je pense que le sud de l'Ontario, parce qu'il est extrêmement multiculturel et qu'il y croit, pose cette question-là pour nous aujourd'hui. Pose cette question, où sont ces droits qu'on invoque? Et où résident-ils dans le discours public? Première question, donc. Deuxième question que pose le Sud, pour moi, le Sud-Sud-Ouest, c'est évidemment l'existence de 9 universités anglophones de grande renommée, par rapport auxquelles on pourrait dire qu'il y a le Collège London, mais vraiment, et puis le Collège London de toute façon est affilié à l'Université York et constitue peut-être un point, c'est un point qui n'a pas d'importance pour nous, en fait pour moi aujourd'hui. Pour la majorité des Franco-Ontariens ou des francophones de la région du Sud-Sud-Ouest, en grande majorité bilingues, sinon plus à l'aise en anglais qu'en français, l'offre est tout à fait énorme. Donc, contrairement à ce qu'on a entendu de M. Labrie tout à l'heure, il y a une offre énorme. Elle n'est pas en français, mais elle est énorme et colossale sur le plan symbolique. Donc, le choix entre aller dans une université franco-ontarienne et aller en génie, pour ce qui est de mon université, à l'Université de Waterloo, cette différence est colossale. Je vais aller à Waterloo demain matin. Okay? C'est là que ça se passe. Donc, une étude en fait faite par un groupe des départements d'études françaises dans les années 90, et je n'ai pas l'impression que ça a changé, montrait que dans chacun des campus anglophones du Sud-Ouest, il y avait entre 2 et 3 % de tous les étudiants qui étaient des franco-ontariens. Donc, franco-ontariens dont on ne tient pas compte en général. Hein. Il n'y a pas d'organisation, de réseau d'étudiants franco-ontariens dans les universités anglophones. On fait comme si ça n'existe pas. C'est là, pourtant. À l'Université de Waterloo, le registraire m'a dit récemment que, selon lui, il y a 700 étudiants venant d'écoles secondaires franco-ontariennes à l'Université de Waterloo. C'est énorme. Et je pense que c'est probablement la même chose à Western et McMaster. Cette offre-là, elle se place dans un contexte qui est différent de ce qu'on entend. Les étudiants du Sud-Sud-Ouest de l'Ontario sont ceux qui participent le plus à l'université. Jusqu'à 65 % des étudiants du secondaire vont à l'université dans le sud de l'Ontario et ça inclut les francophones. Les francophones vont à l'université, mais ils vont à l'université anglophone. Mais ils vont. Donc, l'argument, on a moins de participation, tient moins si on regarde le sud de l'Ontario. Et peut-être une dernière conséquence de ce constat-là, c'est et on l'a entendu depuis ce matin, c'est la recherche de l'excellence. Je pense que M. Labrie l'a dit aussi, si on veut créer quelque chose, il faut que ça puisse se situer dans ce réseau des universités anglophones qui est là, qui existe et qui clairement fait compétition dans le cas des universitaires, des étudiants du Sud et du Sud-Ouest. Quelques autres considérations, Serge, et puis je vais arrêter après ça. Les Franco-Ontariens du Sud-Ouest que je connais, moi, et c'est certainement le cas de mes enfants, par exemple, se voient en grande majorité comme des individus bilingues. Et c'est peut-être le cas de la majorité des Franco-Ontariens, mais je ne m'avancerai pas plus que ma région. Le bilinguisme est non seulement un atout pour eux sur le marché du travail, ça l'est, mais aussi une caractéristique profonde de leur identité. Donc, ils sont fiers, en fait, de pouvoir parler les deux langues.
Et la notion de séparer les langues, pour eux, appartient au Québec. C'est les Québécois qui séparent. Alors, quand on parle d'autonomie institutionnelle, on suscite un imaginaire chez plusieurs franco-ontariens du Sud, très bilingues, qui est « Pourquoi vous voulez séparer? » Moi, ça marche très bien en moi, là, le bilinguisme. Je n'ai pas de problème. Là. Moi, je passe d'une langue à l'autre et je suis moi-même. Donc, il y a cette question-là du bilinguisme. Ça ne me surprend pas. J'ai eu la confirmation ce matin en parlant après la discussion sur le recrutement à l'Université d'Ottawa. Ça ne me surprend pas. L'Université d'Ottawa a fait des bons énormes dans le recrutement des étudiants du Sud-Sud-Ouest récemment. Et ça, c'est parce qu'ils ont vendu leur bilinguisme. Viens à Ottawa, tu vas être correct. Parce qu'ils vont te comprendre. Et on l'a entendu ça ce matin. Donc, ceci. D'autres questions, enfin, sur certaines questions posées par la situation particulière des francophones dans le Sud-Ouest et d'autres qui sont plus générales. Dans notre discussion, devons-nous tenir compte du fait que les étudiants ontariens, en général, anglophones et francophones, ont tendance à rester plus proches de chez eux et chez eux? Est-ce qu'on doit tenir compte de ça? Est-ce que si on crée un campus seulement et que tout le monde va devoir se déplacer, est-ce que ça va contre une tendance sociale en ce moment qui est de rester chez ses parents pour faire ses études? Quel est l'impact des foyers exogames? Plus de 80% des Franco-Ontariens du Sud-Ouest vivent dans un foyer où le français et l'anglais sont parlés et une très grande majorité vivent dans un foyer où l'anglais est la langue de tous les jours. Quoi faire de ça? Et quoi faire aussi, je pense qu'on l'a entendu de M. Labrie, quoi faire aussi des tendances actuelles dans les universités? On parle d'universités très humanistes, nous, depuis ce matin, d'universités qui vont promouvoir la culture, etc. Ce n'est pas le discours de l'Université de Waterloo où je travaille. Je suis désolé, on est en train de se faire éliminer, là, nous. C'est pas ça. C'est comment former des gens pour le marché du travail, c'est comment faire venir le secteur bancaire dans l'université, etc. Est-ce que c'est l'université franco-ontarienne qu'on veut créer? Et il me semble qu'en particulier le sud de l'Ontario, à cause de la présence de tant d'universités anglophones qui font concurrence, pose cette question-là. Voilà, je pense que je vais arrêter là, Serge, pour l'instant, puis on verra s'il y a d'autres questions qu'on peut ajouter par la suite. Je vous dirai à la fin ce que je pense est le meilleur modèle pour les gens du Sud-Ouest, mais je vais attendre. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec Yves, qui est arrivé au Collège universitaire à Glendon en 1988, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Oui, 88 à 2006, 7 ans ici, et maintenant, depuis 2013, dans une université de langue française, toute petite, à l'Université de Saint-Boniface, et je vous assure que ça fait une grande différence. On pourra en reparler tantôt. Alors, dans un premier temps, je vais évoquer, moi aussi, un petit peu le contexte du centre sud-ouest. Et en passant, on appelle ça le centre sud-ouest depuis qu'il y a des conseils scolaires qui couvrent tout le territoire parce qu'en fait, il y a plusieurs sous-régions. Il y a 2 grandes régions, le centre et le sud-ouest. Et entre la baie Georgienne et la péninsule du Niagara, le sud-ouest, la région de Windsor, il y a beaucoup de distinctions. Alors, environ le tiers de la population de langue française en Ontario, très faible proportion de la population totale, éparpillement de la population, Anne Gilbert, moi-même et d'autres avons étudié cet aspect-là. Une grande diversité géographique, une grande diversité ethnoculturelle, une grande diversité sociale, un faible, encore une fois, si on le compare à l'est et au nord-est, un faible maillage institutionnel, transfert linguistique vers l'anglais très, très, très élevé, et, comme Normand le disait, et ça, les statistiques, les chiffres le montrent, une région qui est sous-financée en termes d'enseignement post-secondaire de langue française. Alors, j'aurais dû commencer par ça, vous dire que j'ai trois parties à ma courte
à ma courte intervention. Maintenant, je vais commenter les réactions de la haute administration de Glendon à l'idée d'une université francophone. Alors, c'est ce que j'ai pu trouver dans les médias depuis 2, 3, 4 ans. Alors, naturellement, comme dans les 2 autres universités bilingues de la province, la haute administration de Glendon, le principal, pour ne pas le nommer, dit desservir la population franco-ontarienne, mais qu'il manque de ressources. Et pourquoi, au lieu de créer quelque chose de nouveau, ne pas bâtir sur ce qui existe? Ça va coûter beaucoup moins cher. Et dans un instant, je vais vous parler de mon expérience à moi à Glendon. Il faut augmenter l'offre des programmes en français à Glendon, mais en fait, il n'y a pas de programme en français à Glendon, il y a seulement des programmes bilingues. Il faut augmenter, dit-il, le pourcentage d'étudiants de langue française. Présentement, il estime qu'environ le 5e des étudiants de Glendon sont de langue française. C'est la même chose qu'en 1987. Il y avait environ 20% d'étudiants de langue française à ce moment-là. Si on parle des étudiants qui provenaient des écoles de langue française de l'Ontario, c'était beaucoup moins. Je ne sais pas maintenant ce qu'il en est. Glendon est demeuré des 3 institutions bilingues la seule qui exige encore que les étudiants prennent un minimum de cours, soit de langue ou des cours à contenu dans l'autre langue. Et, dit-il, les jeunes franco-ontariens, François en parlait, les jeunes franco-ontariens de la région sont bilingues et biculturels, donc il faut leur offrir dans son cas, il dit qu'il faut leur offrir un enseignement bilingue. Dans mon cas, je dis que c'est une raison de plus pour créer une université une université de langue française. L'histoire de Glendon, maintenant. On peut diviser l'histoire de Glendon en 3 parties, en 3 périodes. La période 1966 à 1994, que je pourrais appeler, selon la phrase de mon défunt ami Jacques Cottenham, qui était directeur du département de français, que la maxime de Glendon aurait dû être « bilingue si nécessaire, mais pas nécessairement bilingue ». En fait, Glendon a été créé d'abord et avant tout en 1966 sur le modèle d'un collège d'arts libéraux américain censé former des hauts fonctionnaires et des diplomates. Nous sommes en 1966. Pour le premier principal de Glendon, un ancien diplomate, Scott Reed, le français était donc essentiel. Il fallait que les étudiants aient une formation en français. Mais il va rester. Moi, je suis arrivé en 88, donc je suis arrivé 20 ans plus tard. Il va y avoir toujours cette ambiguïté sur la mission de Glendon, bilinguisme et collège d'arts libéraux. Et là, Glendon, et l'autre élément important de la situation, c'est qu'en fait, Glendon est une faculté de l'Université York. Elle a un principal au lieu d'avoir un doyen. Elle n'est pas sur le campus le collège n'est pas sur le campus de l'Université York, mais c'est une faculté, comme la faculté des arts, comme les autres facultés de l'Université York. Et depuis les débuts, c'est une relation très, très, très difficile entre l'Université York et le Collège Glendon, même si on fait fi de la question linguistique, même si on fait fi de la question du bilinguisme. Tous les principaux de Glendon ont eu à lutter, les enjeux variaient, avec l'Université York, qui ne comprend pas
les conditions de l'existence d'une petite faculté, environ 2000 étudiants, mais même à l'époque, il y en avait moins, il y en avait 1000 ou 1500 dans une grande institution. Alors, si on ajoute le bilinguisme à ça, ça fait des conflits qui peuvent devenir très sérieux. Glendon n'est pas non plus une université complète. Au début de sa fondation, elle n'offrait que les lettres et les sciences humaines. On a ajouté, avec le temps, les mathématiques, on a ajouté l'informatique, on a ajouté l'administration des affaires, on vient d'ajouter les communications, mais c'est surtout une université spécialisée dans les arts libéraux. Et en raison de cette ambiguïté arts libéraux, bilinguisme, en fait, les premiers professeurs de Glendon ont été des unilingues anglophones, pour la plupart, qui étaient attirés pas par le bilinguisme, qui étaient attirés par sa philosophie des arts libéraux, et ils considéraient le caractère bilingue du collège comme un mal nécessaire. Parce que pour justifier constamment son existence par rapport à l'Université York, son existence de faculté séparée, si on veut, jusqu'à un certain point de l'Université York, physiquement en tout cas, le bilinguisme est un élément qui définit Glendon par rapport à l'Université York. En 1987, donc à peu près au moment de mon arrivée, il y avait, quand je dis que Glendon était donc bilingue officiellement, mais n'était pas bilingue dans les faits. Il y avait environ un cours sur 5 qui s'offrait en français. Et encore au milieu des années 90, seulement la moitié des 92 professeurs à temps plein techniquement pouvaient enseigner en français ou officiellement pouvaient enseigner en français, mais en fait, le nombre de personnes qui pouvaient réellement fonctionner dans une salle de classe en français était beaucoup moins. Dans mon département, le département d'histoire, on était 13 et nous étions 4 qui pouvaient fonctionner, enseigner en français. Les premiers professeurs de Glendon, qui avaient été attirés par les arts libéraux, ont engagé des gens qui leur ressemblaient. Dans certains départements de sociologie, par exemple, dans certains départements, il y avait une opposition presque fondamentale à l'époque à engager des francophones. On engageait des anglophones et la plupart, pas nécessairement des anglophones bilingues, mais des anglophones unilingues. En plus, parmi la minorité de professeurs francophones, il y avait beaucoup de franco-européens, des Français, qui étaient venus comme coopérants et qui sont restés et qui étaient très peu sensibles. Il y a des exceptions, mais en général, qui étaient peu sensibles à la question identitaire. Donc, ça a été très difficile pour Glendon d'établir des liens avec les communautés, on ne peut pas parler d'une communauté, avec les communautés de langue française du centre et sud-ouest de l'Ontario. Il y a eu et on peut se demander s'il y avait une volonté, en fait, de Glendon. Il y avait une certaine volonté, disons, de l'administration. Il y a eu, au début des années 70, par exemple, ce qu'on a appelé l'expérience Penetanguishene Glendon, qui était d'offrir des cours à la baie Georgienne, mais très tôt s'est posée la question de la norme linguistique par les professeurs qui enseignaient à la baie Georgienne, et ça a été un échec. Donc, une université, collège d'arts libéraux, bilingue,
Et quand Philippe Garrigue arrive comme principal en 1980, il est le premier principal francophone, Garrigue obtient des octrois de démarrage et de développement du Conseil de l'éducation franco-ontarienne pour la mise en place de programmes et de cours en langue française destinés en priorité aux franco-ontariens. Ce qui veut dire qu'il y a un troisième élément de la mission de Glendon qui s'ajoute. Glendon doit offrir des cours, des enseignements, des programmes aux franco-ontariens, en plus de former des gens bilingues, soit des anglophones, soit des francophones venus souvent du Québec. Garrigue était un administrateur chevronné. Il comprenait très bien l'obligation qui était attachée à ces octrois, mais c'est resté plutôt confidentiel. Le corps professoral n'en a pas été mis au courant beaucoup, et je ne sais pas sûr si les autorités de l'Université d'York étaient très heureuses de voir entrer un financement supplémentaire, si elles étaient conscientes de l'obligation que ça créait d'obtenir des octrois pour des cours et des programmes de langue française. Garrigue et Linda Cardinal et Martin Normand ont écrit sur la carrière franco-ontarienne de Philippe Garrigue. Garrigue croyait que l'avenir de la communauté franco-ontarienne passait par Toronto, passait par les communautés francophiles, la population francophile de Toronto et les gens bilingues, et il considérait le reste de l'Ontario français comme un combat d'arrière-garde communautariste. Je passe rapidement, il faudrait apporter beaucoup de nuances. Donc, avec toute cette situation, les étudiants franco-ontariens ne se sont pas manifestés beaucoup à Glendon. En 1980, ils étaient au nombre, les étudiants qui étaient passés par le système scolaire de langue française en Ontario étaient à peu près une trentaine. Non, excusez-moi, en 1980, ils étaient une demi-douzaine seulement, et ils étaient une trentaine 15 ans plus tard. Heureusement pour Glendon, que beaucoup de Québécois, au bout d'un certain temps, 1 an, je pense, ben là, ils devenaient officiellement citoyens ontariens. Donc, ça permettait à Glendon de publiciser son rôle auprès de la communauté franco-ontarienne. Alors, voilà pour la première période, et je vais accélérer. La deuxième période, qui est beaucoup plus brève, c'est entre 1994 et 1999, et on pourrait appeler cette période la tornade Dianadan. Dianadan est devenu principal de Glendon en 1994, mais avant, c'est comme une tornade, hein, on entend parler beaucoup avant que la tornade s'abatte sur l'institution. Dianadan, elle était marquée avant même de déménager à l'été 1994 à Glendon. Pourquoi? Parce qu'elle était franco-ontarienne et, en plus, elle venait de la Laurentienne. Elle ne venait pas de Harvard. Elle ne venait même pas de l'Université de Montréal. Elle venait de la Laurentienne. Et ça, pour beaucoup de collègues anglophones qui, eux, avaient été formés dans les grandes institutions américaines ou canadiennes anglaises, c'était vu comme une faiblesse inhérente à la nouvelle principale de Glendon. Et essentiellement, Dianadan, ce qu'elle a fait avec un petit groupe, c'était vraiment un petit groupe dont j'étais, c'est de faire 2 choses. De dire, bien, si c'est une université, si c'est une faculté bilingue, il faut qu'elle soit bilingue. Nous sommes à Toronto, nous ne sommes pas à Chicoutimi. Donc, une université bilingue, une faculté bilingue, il faut qu'il y ait au moins le même nombre de cours en français qu'en anglais. Et la deuxième chose, c'est de dire, il nous faut aussi des gens pour enseigner ces cours. Et là, ça a été des années très, 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 très dures.
les conflits ont été très durs avec certains collègues. On s'est fait, Diane et moi, on s'est fait accuser d'être des ethnic cleansers, hein, de faire un nettoyage ethnique. On est en 95, 96, la Bosnie, le Rwanda. Alors, c'est des mots très, très, très forts. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a des professeurs qui sont partis d'eux-mêmes. Il y a des professeurs qui se sont rendus compte que la réalité changeait et ils n'ont pas perdu leur emploi. Ils sont partis pour l'Université York, alors qu'on a pu rapatrier à Glendon des francophones, je pense à l'historien Roberto Perrin, par exemple, à des francophones qui voulaient enseigner en français. Et ce qu'on a fait aussi, c'est on a lancé des enquêtes, une grande enquête, et on est allé rencontrer des membres des communautés francophones partout sur le territoire du centre-sud-ouest. Diane Adam est partie en 1999, et là, à ce moment-là, Glendon est devenu bilingue, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Glendon est devenu bilingue, et en 1999, Diane Adam est partie, comme vous le savez, pour devenir commissaire aux langues officielles. Elle n'aurait pas pu demander un second mandat. Il y avait trop d'opposition à elle et au changement qu'on a réussi à accomplir, mais au prix d'immenses batailles et en termes aussi ça a eu un impact sur nos vies personnelles. Mais Glendon est devenu véritablement bilingue. Le nombre de cours en français, je ne sais pas ce qu'il est maintenant, mais en 2000, le nombre de cours en français était d'environ 48-49 %. Et toujours à cette époque, il y a 20 ans, notre prémisse, c'était que ce qu'on bâtissait dans le cadre de cette institution bilingue servirait un jour à une université francophone. Diane Adam a réussi à faire tomber un peu la méfiance des communautés francophones par rapport à Glendon. Et quand elle est partie en 1999, son successeur, Ken McRoberts, qui a été principal de Glendon pendant 15 ans, avait d'autres priorités. C'est-à-dire que la priorité du bilinguisme, oui, il l'avait, et Glendon, encore une fois, est demeuré bilingue. Par contre, la priorité que Diane Adam avait essayé d'établir, de desservir la population franco-ontarienne, ce n'était pas une priorité de la nouvelle administration, et à l'évidence, ce n'est toujours pas le cas. Merci. Merci. Messieurs, j'aimerais vous relancer justement sur la question qui est à l'ordre du jour, puis à l'actualité en ce moment, c'est-à-dire la planification d'une université franco-torontoise. Ça semble être la seule option que le conseil de planification ait retenue. Si je comprends bien vos propos, M. Paris, je pense que vous êtes dans le camp qui a des hésitations par rapport à la viabilité d'une nouvelle institution qui serait montée de toutes pièces dans un contexte hyper concurrentiel. Et M. Frenette, vous avez aussi des hésitations par rapport à ce que Glendon est devenu, puis un peu l'image que Mme Adam en avait, mais que cette marche vers l'autonomisation de Glendon, ou du moins sa réforme pour qu'elle devienne une institution du réseau universitaire franco-ontarien ne s'est pas faite et serait difficilement récupérable de nos jours. En tout cas, je vous laisse vous prononcer là-dessus. Peut-être que je peux ajouter ce que je vous ai promis d'ajouter, parce que ça répond à ta question. Très bien. Oui, c'est vrai que la création d'un seul campus, juste ce mot-là est assez impensable, en fait, en ce moment-là, d'une université qui serait localisée dans le sud de l'Ontario seulement. C'est vrai que ça n'a pas l'air très prometteur pour moi. Je vais revenir à la question d'un réseau. Oui. Mais avant ça, juste peut-être corriger une impression que j'entendais tout à l'heure et que j'ai oublié de mentionner. Pour les gens du sud-sud-ouest de l'Ontario, l'histoire des collèges francophones n'est pas une histoire de succès.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'était un grand succès, pas pour le Collège des Grands Lacs. Et le Collège des Grands Lacs a été un échec retentissant. Le Collège boréal est incapable d'offrir les services qu'on lui a demandé d'offrir dans le Sud en ce moment. C'est totalement insuffisant. Donc, quand vous parlez aux gens du Sud, l'idée... il y a quelque chose qui n'a pas marché, là, qui est un mauvais modèle. Et l'idée de créer une université franco-ontarienne comme le Collège des Grands Lacs, est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas marché une fois avec le collège, ça va marcher avec l'université. Donc, il y avait ça. La question des réseaux, c'est intéressant. Je ne veux pas revenir à l'idée qu'il y aurait... Je pense que l'idée d'une université franco-ontarienne avec différents lieux est très prometteuse. Elle doit inclure l'Université d'Ottawa et c'est vraiment l'équation très, très, très difficile à laquelle nous faisons tous face. Mais il faut que l'Université d'Ottawa participe à ce réseau, sinon ça n'a aucun sens, selon moi. Je voudrais ajouter seulement une dimension qui n'a pas été mentionnée, mais à laquelle j'ai pas mal réfléchi juste pour moi-même au cours des dernières années. Le modèle de multicampus qu'on a évoqué depuis ce matin et qu'on évoque toujours, l'Université du Québec, est un modèle qui, à mon avis, est dépassé. Et la raison pour laquelle il est dépassé, c'est qu'il est basé sur la géographie. Il est basé sur les régions. Donc, on va créer une université là, on va en faire une à Barrie, on va en faire une à Hearst, on va en faire une à Timmins, parce qu'il n'y en a pas. Hearst, il y en a, mais à Timmins, il n'y en a pas nécessairement. On fait ça sur la base géographique. Cette idée-là me semble peu viable aujourd'hui, ce qui marcherait peut-être mieux. C'est un réseau, je m'excuse, je vais avoir l'air du gouvernement, là, mais c'est un réseau de centres d'excellence. Donc, vraiment, un réseau d'une université qui commencerait d'abord par des disciplines ciblées dans lesquelles on va y mettre le paquet et créer quelque chose qui va attirer les étudiants et qui va les attirer là où se trouve ce centre d'excellence. Ils vont se déplacer pour ça. Je vais vous donner l'exemple de mon université, c'est celui que je connais le mieux, c'est l'Université de Waterloo qui a créé à Stratford un nouveau campus, un campus qui n'enseigne que les médias, les nouveaux médias et le commerce médiatique, les médias sociaux et tout ça. Ça attire des étudiants de partout dans la province. Ce n'était pas un campus basé sur la géographie. On n'a pas créé ça parce que Stratford n'avait pas d'université. On l'a créé parce que Stratford était cool et on a créé un campus cool dans une place cool. Et donc, il y a quelque chose là qui, pour moi, est un modèle de 2017 qui mérite peut-être réflexion. Je vais ajouter sur Glendon qu'il s'y fait de la recherche de grande qualité, de haute qualité. Présentement, il ne se fait plus de recherche sur l'Ontario français, beaucoup. On pense, je ne sais pas si Marcel Martel est encore ici, il était ici ce matin. Marcel est à York et il n'est pas basé à Glendon. Donc, il se fait peu ou pas de recherche sur l'Ontario français. J'ai aimé ce que j'ai entendu ce matin, la question de ce qu'a dit tout à l'heure, ce qu'a dit Normand, question d'excellence, et que même si le mandat présentement est régional, il y aurait peut-être une façon de l'étendre pour en faire un mandat pan-provincial sans le nommer un mandat pan-provincial. À mon avis, pour que ça se réalise, il faudrait qu'il y ait un calendrier. Il y a 20 ans, comme je le disais, on rêvait de créer dans des universités bilingues des structures, des programmes, des cours, des projets de recherche qui, un jour, seraient intégrés dans une institution de langue française. On ne peut plus se permettre ça. On ne peut pas se permettre d'attendre un autre 20 ans. Et je pense que pour que ça se fasse, moi, ce que j'aimerais voir, et c'est mon humble recommandation au comité, c'est qu'il y ait un calendrier, peut-être sur 10 ans, peut-être sur 5 ans, peut-être sur 8 ans, mais certainement pas plus que 10 ans, et que ce calendrier ait des balises qu'à telle date, on veut avoir accompli telle chose. La question de Glendon, même si on réussissait à convaincre les autorités de Glendon de participer à un tel réseau,
Après ça, il faudrait convaincre les autorités de l'Université York, une grande institution de langue anglaise, qui se prépare à ouvrir un autre campus dans la banlieue torontoise, dont les priorités ne sont certainement pas l'enseignement en français. Alors, je ne vois pas comment on peut, à ce stade-ci, on pourrait, à ce stade-ci, même s'il y avait une volonté à Glendon d'intégrer Glendon, mais en même temps, je ne peux pas voir comment on peut avoir une université francophone et une faculté bilingue à 8 km de distance ou à 15 km de distance. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des décisions gouvernementales qui soient prises dans le cas de Glendon. Et là, bien sûr, je laisse de côté toute la question de la Laurentienne et l'Université d'Ottawa. Et finalement, pour moi, ce qui est important, et là je me répète un petit peu, ce n'est pas tellement l'endroit où va être située, la région où va être située cette nouvelle université, si c'est une tête de pont. Ça pourrait être à Hearst, ça pourrait être à Sudbury, ça pourrait être à Ottawa. Il se fait que le gouvernement a choisi le centre sud-ouest, ce sera probablement à Toronto. Moi, je me dis, allons-y, mais à une condition, c'est que ce soit la première étape seulement et qu'on prenne toutes les précautions, parce que je suis entièrement d'accord avec François. Si on se retrouve avec un autre collège des Grands Lacs, ça va être épouvantable et on vient de tuer un projet d'université francophone de langue française en Ontario ou université franco-ontarienne. Le terme peu importe le terme, on en a pour 50 ans à se remettre de ça. Alors, je suis entièrement d'accord, ça a été dit ce matin par Simon aussi, ça a été dit par d'autres. Faisons-le, faisons-le bien et n'ayons pas peur de rêver, même si on est dans un âge de néolibéralisme administrateur universitaire. Oh, merci. Donc, il nous reste encore à peu près une dizaine de minutes pour des questions. Donc, j'en prendrai peut-être 3 ou 4, puis ensuite, je laisserai les messieurs répondre. Donc, Monsieur Thériault en premier, puis ensuite Madame Lebel, puis ensuite Welsh et Hominiuk. Oui, allez-y. Je vais me protéger. Très bien. Madame Lebel? Oui.
bien. Monsieur Ominuk, puis ensuite Monsieur Welch. Oui, oui. Oh, oui. On est d'accord. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'était un collège virtuel, hein, ça ne marchait pas, non, je suis d'accord. Ouais. Oui, très bien. Monsieur Welch, très brièvement. Une des choses qui ont fait vraiment particulier à Glendon, et je pense qu'il faut être très vigilant avec une nouvelle université, c'est qu'ils ont détourné les fonds dans le vrai sens, l'esprit du terme, et pas dans le sens légaliste. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Comme Ottawa-Laurentienne, Ottawa et Laurentienne, ils ont créé des programmes et des postes permanents. OK? Vraiment une stabilité pour la francophonie. L'exemple, c'est l'école de service social où je suis. Ils ont mis l'argent, le paquet. Même chose en ergothérapie, d'autres affaires. Laurentienne, ils ont fait ça. Glendon, c'est embauché des petits. Chargé de cours, chargé de cours, chargé de cours. Moi, j'étais directeur d'un programme, études canadiennes, payé comme un chargé de cours. Ça n'a aucun bon sens. Alors, ce détournement a beaucoup affaibli le côté de la francophonie. Les étudiants ne sont pas bêtes. Quand ils voient des choses sont faites, ils vont de l'autre côté. Surtout, ils sont déjà bilingues. Et moi, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Malheureusement, je suis parti un an avant que la tornade est arrivée. Et je sais qu'elle les a enragés parce que des fois, je visitais les anglophones. Certains anglophones étaient fous raides de colère parce qu'ils sont partis à York parce qu'elle était capable de leur dire ça n'a aucun bon sens, ces Anglais qui ont été embauchés. Take a course in French so you become bilingual. Speak French. Tu fais ça à ton bon oeil. Alors, il reste une langue anglophone et ça a tout affaibli le côté francophone. Je pense que je vais pas. Je crois que Mme Belluse, très brièvement, puis ensuite, il faut vraiment laisser les messieurs réagir. Merci, j'apprécie. Solange Belluse du Collège universitaire Glendon à Toronto. J'écoute très attentivement tous les commentaires qui ont été faits et je pense que j'ai besoin d'intervenir à deux niveaux. Je suis dans la ville de Toronto depuis à peu près 30 ans. Je suis diplômée de Glendon. Je représente la francophonie plurielle que nous avons autour de cette salle, qui n'est pas en général très représentée. Et j'écoute depuis ce matin les conversations, je trouve vraiment très intéressantes. J'étais responsable de l'éducation postsecondaire de langue française pour la province de l'Ontario et j'ai soutenu le comité d'experts qui a créé le premier rapport Bâtir pour l'avenir. Je trouve ça un peu, je vais juste corriger certains faits qui sont complètement corrects, mais je pourrais être ici jusqu'à minuit. J'ai deux enfants qui ont 14 et 16 ans actuellement. J'interviens également comme maire de la région. Ce que je trouve que d'avoir une université francophone de langue française en Ontario, c'est très important, c'est très nécessaire. Mais quand même, comme mon collègue de Waterloo l'a dit, les jeunes veulent de l'excellence. Je suis diplômée de Glendon, j'ai un MBA de York, mais mon diplôme à Glendon, c'est maîtrise en traduction. J'ai travaillé dans ma thèse sur des professeurs comme Paul Tatillon, Raymond Moujon, qui font de la recherche en Ontario. J'ai travaillé bien là-dedans sur des comités de la communauté. Ce que j'essaie de dire, et je dois dire que j'ai hésité à même intervenir parce que je dis depuis je ne vais rien dire, c'est qu'on ne peut pas faire du révisionnisme historique. On a des jeunes qui ont besoin de l'excellence. Est-ce que l'idée d'avoir une université francophone de langue anglaise est en fait importante? Oui. Comment est-ce qu'on y arrive? Et en respectant le système, je parle à mes collègues de Hearst, on a de l'excellence en Ontario, on a de l'excellence en Ontario dans le système de langue française, on a besoin de bâtir sur ce qu'on fait déjà. Je trouve que de dénigrer des établissements, j'écoute depuis ce matin, c'est pas nécessaire. Et je dois dire que, avec tout le respect que j'ai pour M. Freinet, c'était à Glendon pendant une période très houleuse, oui. Moi, j'étais étudiante à Glendon 30
efforts ne sont pas nécessairement respectés dans la communauté franco-ontarienne. Et d'ailleurs, quand je parle à ma communauté à Toronto, qui est diversifiée, on a l'impression que notre voix n'est pas souvent entendue dans ce débat. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut reconnaître que la francophonie, elle a évolué. On part d'une façon, on a une francophonie ontarienne qui est plurielle. On ne peut pas utiliser les chiffres de cette diversité quand on fait la pression pour les services en français, mais quand on parle dans l'opérationnalisation de cette francophonie qui existe actuellement, on bâtit une université pour les jeunes, pour nos enfants, pas pour il y a 60 ans. Je pense que c'est important de reconnaître quand même, oui, on s'est battu, mais on s'est battu différemment. Certains d'entre nous qui sont arrivés dans la région ont eu des expériences différentes, qu'on vienne du Québec ou de l'Afrique ou de la France comme moi. Donc je pense qu'il va falloir essayer de regarder, comme chercheur et comme tout le monde, ce qu'on fait, ce qu'on dit, quel exemple on donne à la prochaine génération. Merci. OK, merci, messieurs. On a à peu près 7 minutes. OK, je vais prendre 3 minutes pour répondre à toutes sortes de questions, là. Et je vais commencer par celle de Joseph Yvon-Thériault sur les institutions. Tu voulais savoir, Joseph Yvon, si c'est important de créer des institutions? Les institutions ne peuvent pas transformer les attitudes. Peut-être, mais on voit que pas toujours. Pour qu'elles transforment des attitudes, il faut qu'elles aient une place et un prestige dans le discours social. Et pour trouver place dans le discours social, c'est-à-dire de quoi on parle à tous les jours, hein, entre personnes, et là je parle juste de ma région, il faut pouvoir se placer dans le discours général, le discours anglo-ontarien. Hein. Donc, et ça, c'est ça qui est le défi. Tu peux construire une institution à part, mais si elle ne fait pas partie de la conversation de tous les jours des gens, elle ne va pas exister pour ces gens-là. Alors oui, les institutions peuvent créer des communautés, mais pas toujours. Il faut aller plus loin que ça. Le réseau, j'ai commenté l'Université du Québec. Je dois dire que je n'ai pas dit toute ma pensée là-dessus parce qu'en fait, l'Université du Québec s'est orientée vers des campus que j'appellerais d'excellence depuis une dizaine d'années avec l'École nationale d'administration publique, etc. Donc, vraiment, des campus ciblés qui n'ont rien à voir avec la géographie. Donc, on voit qu'ils sont passés à un autre modèle. J'ajouterais seulement ici qu'il y a peut-être, dans la création, par exemple, d'un institut d'études supérieures sur l'Ontario français, qui serait localisé je ne sais pas où, il y aurait peut-être une manière d'intégrer les chercheurs de l'Université d'Ottawa au réseau de cet institut. Ce serait un endroit où il n'y aurait que de la recherche de 2e et 3e cycle et des professeurs de recherche. Voilà un exemple. Et pour ce qui est du collège, oui, le Collège des Grands Lacs, oui, c'était un collège virtuel. Moi, quand j'ai vu dans les premières propositions d'Université de l'Ontario français, université virtuelle avec un point d'interrogation, je dis non. Il n'y en a pas question, ça ne marche pas, on a déjà vu que ça ne marche pas. Et finalement, francophonie plurielle, on est tous d'accord, et c'est pour ça qu'il me semble qu'il s'agit d'un réseau. Mais il faut faire entendre les deux camps, c'est-à-dire parfois à Toronto, on a l'impression que le groupe dit canadien-français, donc d'origine, n'est pas suffisamment entendu aussi. Donc il y a tout le monde à entendre là-dedans, parce que évidemment le centre-sud-ouest, c'est plus que Toronto, c'est la région du Niagara, c'est Welland, c'est Cambridge avec sa population canadienne-française. Donc, il y a tout ce monde-là aussi dont il faut tenir compte. Pluralité, ça veut dire tout le monde, pas seulement les gens d'immigration récente. Oui, bien, rapidement, je vais aller dans le même sens. Pour répondre, pour réagir à Marie, présentement, le gouvernement veut créer une université dans le centre-sud-ouest. Je pense qu'il faut faire avec, à la condition, encore une fois, que le réseau devienne pan-provincial. On pourrait débattre jusqu'à demain matin à savoir si est-ce que ça aurait dû être l'Est, le Nord. Présentement, c'est le centre-sud-ouest. Deuxièmement, ben oui, la question de la diversité, bien sûr, mais je ne vois pas comment la question de la diversité est liée à mon révisionnisme historique, parce que bien sûr que ce soit dans une université bilingue ou que ce soit dans une nouvelle université francophone, la francophonie a beaucoup changé. Elle a probablement plus changé à Toronto qu'ailleurs. Et bien sûr, c'est fondamental et il faut en tenir compte. Voilà. Oui. D'accord, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Il n'y a personne
pour le passé avec des institutions de mauvaise qualité. C'est le projet de personne. On est d'accord là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Très bien, merci, chers panélistes. Donc, on se retrouve dans une douzaine de minutes. Merci.